Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, chers auditeurs d'Afrique 2050, surtout de Jacques Rougeau, je vous dis donc bonsoir. Dans un contexte politique tendu à quelques mois donc des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, où l'exclusion, la répression et les enjeux donc d'appareils redessinent les lignes de la compétition, une voix fait donc de plus en plus entendre sa différence, celle de Cheikh Tidiane Tiama, ancien patron des multinationales classées donc dans la fortune 500, héritier donc d'une ligne politique prestigieuse, président du PDCIDA depuis donc décembre 2023. Tidjane Thiam est aujourd'hui donc au cœur de tous les débats. Ses adversaires l'accusent d'être un candidat donc de Paris, d'autres dessinent qu'il aurait négocié donc un deal avec le président Ouattara. Lui répond point par point, sans détour, dans une interview exceptionnelle, dense, directe et parfois poignante. Et il parle donc de son engagement pour la Côte d'Ivoire, de ses confrontations avec le pouvoir, de la violence politique, du congrès perturbé du PDCI-EDA, de la promesse non tenue donc, du président sortant et de ce qu'il fait, selon lui, la légitimité donc d'un leader, l'expérience, la compétence et la fidélité donc au peuple. Nous vous proposons donc à présent donc d'écouter cet entretien sans filtre qui ne manquera pas donc de nourrir nos auditeurs sur l'état de notre démocratie et sur donc, le profit de ceux qui aspirent à gouverner. Voici donc l'interview donc, de M. Tidjane Thiam. Ira pas, Tidiane Thiam, le président exécutif du PDCI-RDA, est l'invité de Moment de vérité sur Afromédia. Bonjour Tidiane Thiam. Bonjour M. Foucault, merci de me recevoir. Très heureux d'être ici. Alors on va commencer par des choses très pratiques, les questions sur lesquelles les Ivoiriens se posent des questions et aimeraient avoir des réponses. Êtes-vous en exil en France? Et pourquoi? Est-ce qu'on a essayé de vous arrêter? Pourquoi vous êtes à l'étranger? Je suis à l'étranger. Écoutez, il y a une succession d'événements que beaucoup ont pu voir. Procès, 22 avril, etc. Bon. Il y a eu un verdict qui m'a radié de la liste électorale. Ensuite, très rapidement, le gouvernement s'est empressé de faire une conférence de presse pour dire que j'étais ivoirien. J'avais demandé le 10 avril un certificat de nationalité, demande qui a été rejetée par courrier. Et donc, je crois, 23 avril, le gouvernement dit que je suis ivoirien. Donc, nous avons demandé un certificat de nationalité par mon avocat. Nous sommes le 26 juillet, nous ne l'avons toujours pas. Donc, voilà un gouvernement qui, d'un côté, dit que je suis ivoirien, je suis redevenu ivoirien. Après avoir cette théorie, renoncé à votre nationalité française. Cette théorie qui est qu'on peut perdre une nationalité automatiquement, d'après ce gouvernement-là, et on peut la retrouver automatiquement. Les mots qui ont été utilisés, c'était que ma nationalité était en sommeil, ce qui est un concept inconnu de tous les juristes. Alors moi, j'ai envie de comprendre. Est-ce que vous êtes en exil ou bien est-ce que vous êtes... J'attends le minimum de garantie pour pouvoir faire mon travail de président du parti en toute sérénité. Donc il y a une menace qu'on vous arrête, par exemple. Il y a eu, écoutez, il y a eu un entretien de mon frère Augustin qui se trouve être membre du RHDP et quelqu'un d'autorisé en Côte d'Ivoire qui lui a dit ceci: si ton frère met le pied en Côte d'Ivoire, il sera arrêté. Je l'arrête immédiatement. Pour quel motif? Il faut poser la question aux auteurs de ces propos. Et après avoir renoncé à votre nationalité. On parle du CNT de 2020, CNT auquel je me suis opposé par écrit. Il y a un communiqué qui existe que tous peuvent consulter sur Internet en disant que le CNT était le Conseil national de transition, qu'il fallait rester dans la légalité. J'ai fait une déclaration officielle en 2020 où il paraît qu'il faut m'interroger sur le rôle que j'aurais joué depuis Paris en n'étant pas rentré en Côte d'Ivoire depuis 20 ans dans le CNT. Donc, alors, enfin, on invente n'importe quel prétexte. J'ai parlé aussi des menaces physiques dont j'ai dit sur France 24 qu'elles m'avaient été faites par des voies autorisées. Donc, c'est une situation qui ne devrait pas exister. Parce que je suis un citoyen ivoirien. Je n'ai jamais commis de crime de ma vie. Effectivement, j'ai été élu démocratiquement à la tête du PDCI et j'ai été désigné par le PDCI. Donc, on va en parler dans un instant, puisqu'on va arriver à cette question-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme papier? Puisque vous avez renoncé à votre nationalité française. Alors, plusieurs ministres ont dit qu'il fallait me les retirer. Mais vous vivez en France comment? Mais pour l'instant, j'ai des papiers ivoiriens. J'ai un passeport ivoirien valide. Et avec un visa? Il m'a été délivré, j'avais un visa, il m'a été délivré une carte de séjour également. Pour me permettre d'aller et de venir. Tout le monde dit Tidiane Thiam est connu comme un homme de dossier, à un certain niveau. Et quand on veut se présenter à la présidentielle, on doit connaître tous les textes. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir
obtenu une nationalité qui, de fait, annulait votre nationalité ivoirienne. Cet article 48, vous ne le connaissiez pas? Je ne le connaissais pas. Comment vous pouvez Je ne connais connaître pas la 48? constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la nationalité ivoirienne par cœur. Et à chaque fois que j'ai fait des réunions, j'ai demandé dans la salle qui connaissait cet article. Personne n'a jamais levé la main. J'ai été interrogé par des journalistes ivoiriens, je leur ai demandé, ils ne le savaient pas. Attendez, attendez, monsieur, je suis désolé, il y a quand même des principes universels dans l'application des lois. C'est une loi de 61. Est-ce que vous connaissez la genèse de cette loi? C'est une loi française. Ce qui s'est passé dans nos pays à l'indépendance, puisqu'on n'avait pas de corpus de lois, c'est qu'on a pris les lois françaises et on les a essentiellement mises dans comme le la droit, Constitution. voilà, dans le droit ivoirien. C'est une loi qui avait son origine dans la Première Guerre mondiale, parce qu'après la Première Guerre mondiale, la France avait prolongé la durée du service militaire. Il y avait une hécatombe humaine. Donc, les petits Français avaient commencé à faire du tourisme pour le service militaire, prendre d'autres nationalités pour échapper au service militaire français. L'alinéa 2, d'ailleurs, de cet article 48, fait référence au tableau de recensement militaire. Donc, c'était dissuasif pour empêcher les gens de prendre une autre nationalité. On a dit, si vous prenez une autre nationalité, vous allez perdre la nationalité française. Mais il a toujours été clair que c'était par décret, ça ne peut pas être automatique. La nationalité, c'est un droit inaliénable. Okay? Mais en même temps, c'est une... En 1973, la France a abrogé cette disposition. Cette disposition en Côte d'Ivoire n'a jamais été appliquée. Monsieur Foucault, vous devez vous prémunir, il y a un usage. Elle a été appliquée une fois. Non. En 2011, attendez, d'abord, en 2011. Attendez, on se gargarise parce que ça les fait sourire. Oui, c'est la loi de son grand-père. On lui a appliqué la loi de son grand-père. À ma connaissance, Monsieur le Président Houphouët-Boigny a été président de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Je mets au défi quiconque de trouver un seul exemple d'application de cette loi en 32 ans, de 61 à 80. Du vivant du président Houphouët, cette loi n'a jamais été appliquée. Pas une fois. Mais ça ne fait pas que cette loi n'existait pas, M. Thiam. C'est un concept de désuétude. L'usage crée le droit. Dans le droit, quand une loi, vous pourrez trouver des lois qui n'ont pas été annulées, qui permettent d'écarteler les gens. Okay, il y a plein de lois dans le droit universel qui ne sont pas appliquées, elles tombent en désuétude, tout le monde ignore leur existence. Celle-là n'a jamais été appliquée, aucun Ivoirien n'en était conscient. Vous voulez que je vous fasse la liste des Ivoiriens qui ont pris une autre nationalité, qui ont exercé de hautes fonctions? Aboudraman Cissé a pris la nationalité britannique quand il était chez Goldman Sachs. Il a été nommé secrétaire général de la présidence à Abidjan, il a été ministre du pétrole. D'après leur théorie, il n'est pas ivoirien puisqu'on peut perdre automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est une aberration. Alors, le fameux exemple qui est cité, c'est celui de 2011, où la Cour constitutionnelle de Francis Waudier a rejeté une candidature à la députation d'un monsieur Thioté. Ce monsieur Thioté, il avait pris la nationalité française. Il est toujours ivoirien, il est inscrit, à l'heure où je vous parle, nous l'avons prouvé à tous les journalistes, il est inscrit sur la liste électorale. Donc le précédent dont vous parlez, il n'existe pas. Donc je maintiens qu'en 64 ans, cette loi n'avait jamais été appliquée. Comment vous voulez que quelqu'un puisse imaginer qu'elle le sera? Mais elle il n'y a pas que moi, il y a tout le PDCI. Elle n'a pas été appliquée. Elle n'a jamais été appliquée. Il y a des centaines de milliers de gens sur la liste électorale aujourd'hui qui sont des doubles nationaux. Alors comment expliquez-vous que ça arrive à vous? Ah, mais ça, il faut poser la question. Bien, expliquez. C'est comme quand ça veut dire quoi concrètement? Tombe quelque part. Une loi, il y a 30 millions d'Ivoiriens. Il y a des millions de naturalisés. Vous pensez qu'on a peur de vous, que le président Ouattara a peur de votre candidature? Je pense qu'on a tout fait. Nous, on savait. Je vais vous donner les noms. Il y avait une équipe à peu près de 10 juristes qui a fouillé le droit ivoirien pour trouver un moyen de m'éliminer. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose, je vous assure. S'il avait fallu dire que si on mesure plus d'1,93 m, éliminer vous. C'est toute personne qui est en position de gagner. Moi, si vous voulez qu'on regarde les sondages, on a fait des sondages qui sont publics, on les a publiés. Parce que nous, quand on de Messina Group, c'est le groupe... C'est un qui fait du conseil en activité politique, c'était le directeur de campagne d'un certain Barack Obama en 2008 et en 2012, qui a gagné 2 élections américaines. Dans ce sondage, je vois, second tour des élections, vous êtes opposé à Alassane Ouattara et vous avez 57% des voix contre 43%. Qu'est-ce que nous disent nos sondages? On trouve que Alassane a fait à 33% beaucoup, 59% de donner la chance à quelqu'un d'autre. Et les autres, pour un qui dit oui, il y en a 2 qui disent non. C'est une majorité assez forte. Alors là, c'est le classement de la popularité. C'est classique. En politique, on fait opinion favorable, moins opinion défavorable. Et on fait le solde. Bon, on peut vous dire aussi que ce sondage-là, quelle crédibilité lui donner? Non, mais on a tout publié. Les données sont vérifiables. On l'a rendu public. Donc, en fait, pour vous, c'est de l'acharnement de la part d'Alassane Dramane. C'est un refus de permettre une alternance. Écoutez, il y a tellement de choses qui se disent sur mon compte. Aujourd'hui, je vais être un peu plus ouvert. Alors, on va y aller. On va y aller progressivement. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque temps, le même Alassane Dramane Ouattara vous a donné un passeport ordinaire? D'abord, quand je l'ai vu, je lui ai dit que je n'avais plus de papier ivoirien.
Donc, il était bien clair que j'ai bien dû vivre pendant toutes ces années avec une nationalité. D'accord? La française. Oui. Donc, le fait que j'étais français était connu de tous. On m'a redonné des papiers que je n'avais plus. On a même fait un film institutionnel à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Pour fêter, j'ai rempli les formulaires Sur ordre du président Ouattara? Bien sûr. Et quel était le deal? Parce qu'il ne vous a pas donné ça sans deal, M. Thiam. Il n'y a pas de deal. Il y avait un deal quand même. Absolument pas de deal. Absolument j'ai envie de vous poser la question de façon très claire. Absolument pas de deal. Il a été dit que vous lui avez promis que vous ne serez pas candidat. Je vais vous raconter. Il était candidat lui aussi. Je vais vous raconter cette histoire qui circule tellement, promue par beaucoup de gens. Je vais vous dire moi ce qui s'est passé. Donc, en 2022, après avoir eu mon passeport en juin, je ne voulais pas rentrer en Côte d'Ivoire avec un passeport français. Voilà d'où tout est venu. Sinon, j'aurais pu prendre un avion avec un passeport. Je voulais revenir dans mon pays, étant parti en 2000. Après un coup d'État, dans des conditions très douloureuses pour moi, je ne voulais pas revenir avec un passeport français. Donc c'est pour ça que j'ai obtenu le passeport ivoirien. Le passeport vert, ils m'ont dit que la valise diplomatique passait seulement de temps en temps, que j'avais droit au passeport diplomatique, mais il aurait fallu que j'attende que la valise passe à l'ambassade de Paris. C'est pour ça qu'ils m'ont donné un passeport vert. Il n'y a pas de deal. Mais pour fournir un passeport vert, quand même, ça se donne comme ça, on donne des documents. J'ai vu la difficulté avec laquelle, par exemple, le président Gbagbo a eu du mal à avoir le... J'ai le dossier, j'ai donné un certificat de nationalité qui a été délivré à Toumoudi, que ma famille est allée chercher. Mais vous aviez un certificat de nationalité alors que vous aviez un passeport français? Oui, mais parce que je n'en ai jamais empêché. Écoutez, je ne veux pas citer trop de noms, mais le nombre d'Ivoiriens qui ont un passeport français, vous rigolez? Vous rigolez? Vous êtes sérieux? Et qui ont des papiers ivoiriens, mais il y en a des dizaines de mille. Mais est-ce qu'à un moment, vous lui avez dit au président Ouattara que vous ne serez pas candidat s'il est candidat? J'arrive, je vous fais la genèse des choses. Août 2022, mon souhait, parce que moi je fais des vœux, c'était que si Dieu faisait, parce que je suis parti vraiment de Côte d'Ivoire dans des conditions douloureuses, en 2000 après le coup d'État. Après ça, j'ai aidé, moi je n'aime pas les pouvoirs militaires, j'ai aidé le président Gbagbo à faire partir le général Guèye. Quand le général Guèye est parti en novembre 2000, M. président Gbagbo m'a demandé de revenir en Côte d'Ivoire. Je suis revenu pour 24 heures. Il m'a fait l'honneur de me recevoir avec son épouse, Simone, et ma sœur, Yamousso. Il m'a dit qu'ils avaient fait un sondage au FPI et qu'ils envisageaient de me nommer Premier ministre. Et je lui ai dit, moi, je ne souhaite plus faire de politique. Ça a été une expérience de 6 ans. J'ai repris ma carrière dans le privé. Je suis content qu'il y ait un civil au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vraiment, on reste en contact, mais merci. Il ne m'en a pas tenu rigueur, je suis parti. Voilà comment je suis parti. La dernière fois de Côte d'Ivoire, en novembre 2000. Août 2022. Je vous passe les détails. Je reviens, le président a insisté pour que... Je voulais aller d'abord saluer le président Bédié, qui avait été mon patron. Je voulais aller à Yamoussoukro, je voulais atterrir à Yamoussoukro. Ça ne m'a pas été autorisé. Il dit qu'il fallait que j'atterrisse à Abidjan, que j'aille voir le président Ouattara en premier. J'ai accepté. Oui. Vous étiez un avion privé, on a dit de ne pas atterrir. Avant de partir, on a soumis un plan de vol qui a été rejeté. On n'a pas eu d'autorisation d'atterrir à Yamoussoukro. Mais est-ce que c'est le président qui... C'est le président, c'est écrit, ce sont les textes, c'est le président de la République qui donne les autorisations d'atterrissage de jets privés en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai découvert ça à l'occasion. J'aurais aussi pu dire, je vais faire ma recherche et savoir ça. Non, je ne savais pas ça. Bon, on découvre des choses. Donc, je suis allé le voir respectueusement avec mon grand frère Augustin, mon grand frère Aziz, ma grande sœur Yamousso. Je suis le plus jeune, on est 4 survivants. Toute la famille Thiam, il nous a reçus très gentiment, lui-même et sa femme, chez lui à Cocody. J'avais beaucoup réfléchi à cet entretien. Donc, on a échangé des amabilités. Et ensuite, je lui ai dit, cependant, est-ce que je peux avoir un tête-à-tête avec vous? D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi avec le président Gbagbo, qui m'a reçu par la suite, avec le président Bédier. Chaque fois, j'ai demandé un tête-à-tête. Il y a trop d'oreilles en Afrique. Et voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, j'ai des ambitions, je reviens en Côte d'Ivoire avec des ambitions pour faire de la politique, peut-être un jour être candidat à la présidence. Donc, mais là, on est dans le 3e mandat, on a vu ce qui s'est passé en 2020. J'ai besoin de connaître vos intentions. Il me sera difficile d'être candidat si vous êtes de nouveau candidat. Donc, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, non, parce que moi, j'ai fini, ce 3e mandat, c'est accepté, je ne serai pas candidat. Il dit qu'il a fini, il ne sera pas candidat. Oui, je maintiens. Je ne serai pas candidat, donc ça veut dire que ça vous ouvre la porte. Voilà. Mais d'où vient-il alors qu'on dise que non, vous avez... Ça, c'est eux qui le répètent. J'ai dit, il me sera difficile d'être candidat si vous êtes candidat, et donc je veux savoir. S'il m'avait dit à cette époque-là, mais tout aurait été différent. Et malheureusement, comme il y a dans les affaires policières, il y a des témoins contemporains. Parce que mon frère Aziz, j'ai toute confiance en lui, dès qu'on est sorti, je lui ai raconté l'entretien. Donc il y a des témoins contemporains. Ce n'est pas une histoire que j'invente aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Là où je me suis dit, il y a de l'eau dans le gaz, c'est quand j'ai commencé à faire campagne en 2023, que j'ai vu le niveau de toxicité de ce que le RHDP disait sur moi, le niveau de violence déjà, pour m'empêcher d'être président du PDCI. Vous savez quand même ce qui s'est passé. Le congrès devait avoir lieu le 15 décembre 2023 à l'Hôtel Ivoire. On a suscité 2 plaintes de 2 secrétaires généraux de section, 2 plaintes bidons sur 6800 qui sont allés l'après-midi à une session du tribunal à laquelle nous n'avons pas assisté.
contre le PDCI. Moi, on avait des rumeurs en disant ils vont interdire votre congrès. On a des sources dans la police. La police était déjà informée cet après-midi-là qu'ils allaient intervenir pour interdire notre congrès. Ils nous l'ont dit. Mais certains n'y croyaient pas. Bon. Donc l'affaire tourne jusqu'à 20h. On est même remonté jusqu'au ministre de la Justice pour essayer de savoir. Et on nous a dit non, mais si une décision pareille avait été prise, le ministre serait au courant. Paf, à 2h du matin, 39 cargos de police. On envoie 39 cargos de police à quelqu'un avec qui on a un deal. Moi, je travaille de façon moderne. J'ai toujours des sondages. J'avais des sondages. Mon estimation, c'est que j'aurais 93% des voix. Eux, ils avaient les mêmes sondages. Ils savaient que j'allais être élu. Okay. 39 cargos de police. Donc, pour vous, aujourd'hui... Donc, la première agression, le 9 décembre 2023, j'ai dit ceci, dans un grand discours à Yamoussoukro pour lancer ma campagne, pour être président du pays. C'est que nous étions un parti qui avait l'ambition de diriger le pays contre être un parti national. Et j'ai dit ceci, j'ai dit qu'il fallait que le PDCI revienne au Nord. Je n'ai pas dit qu'on reconquiert le Nord, qu'on domine le Nord, j'ai juste qu'on revienne au Nord. Et c'est là que M. Bakongo, le dimanche soir, m'a injurié en disant que je ne portais pas les mêmes boubous que les autres, m'a injurié en djoula, que je m'étais enfui au premier tir de Kalachnikov. Donc, ces agressions idiotes ont commencé dès fin 2023. Ensuite, on m'a empêché de tenir le congrès. Il a fallu qu'on ruse, qu'on déplace le congrès à Yamoussoukro parce qu'ils avaient commis l'erreur d'interdire la tenue du congrès à Abidjan. D'accord? Donc, on a décidé de le tenir le samedi à Abidjan. Et le jeudi, les deux mêmes ont reporté plainte. Le jeudi à 17h, ils étaient prêts. La même juge, d'ailleurs, qui a statué le 22 avril 2025, c'est la même juge, qui a fait l'opération du 15 décembre 2023, interdisant mon congrès, qui ensuite, le jeudi, devait statuer sur la nouvelle plainte, parce que maintenant, ils voulaient qu'il soit interdit pour toujours, sur toute l'étendue du territoire, d'élire un nouveau président. Où est-ce qu'on a vu un parti comme le PDCI? Et c'est la décision de justice qui était prête. J'ai dû ruser. On a trouvé le matin un des deux qui était caché à Grand là-haut. On l'a ramené à Abidjan et on les a convaincus tous les deux. Ils ont retiré leur plainte à 16h45. Voilà comment l'affaire a pu se faire et j'ai pu être élu le samedi avec 96,47% des voix. Alors, vous pensez que qu'est-ce qui peut susciter autant d'animosité? Est-ce que ça veut dire très clairement que même si ce n'est pas encore annoncé, il est clair que le président Alassane Dramane Ouattara sera candidat? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et il aurait peur de vous croiser. Moi, je ne sais pas. Moi, j'aurais géré ça différemment. Vu la conversation qu'on a eue, si, dans la vie, on peut changer d'avis. Le président Houphouët-Boigny disait toujours, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Il m'a dit ça en août 2022. Si après, les circonstances ont évolué, et même il est mon aîné, il estime qu'il n'a pas à s'expliquer devant moi, mais il m'envoie quelqu'un pour dire, bon voilà, jeune frère, on avait eu cette conversation, je t'ai dit que je n'allais pas me présenter, mais les circonstances ont changé. Je te demande, en tant que patriote ou en tant qu'Ivoirien, est-ce que cette démarche a eu lieu? Alors, tant que cette démarche n'a pas eu lieu, vous ne vous êtes plus jamais revu, alors on doit se taire et cesser de m'accuser et de me traiter de menteur. Parce que ce n'est pas moi le menteur. Ce n'est pas moi le menteur. Autre discussion que l'on écoute, enfin, autre réflexion que l'on écoute pas mal. Tidiane Thiam, est-ce que vous êtes le candidat de Paris? Parce que Paris, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Votre proximité avec Emmanuel Macron fait que certains soient comme le candidat de Paris. Toute personne qui me connaît sait que je ne mélange pas le personnel et le professionnel. Il y a suffisamment de gens dans mon entourage qui en ont pâti. Je ne mélange pas. Mais vous savez très bien que dans le climat actuel... Et comme il est... Attendez, sur la France, vraiment, j'ai écrit un article. Qu'est-ce qu'être le français? C'était BBA qui m'avait demandé de l'écrire, où j'ai parlé de la discrimination dont j'ai été victime en France. Moi, je suis allé en Angleterre en 2002 parce que mon épouse, qui était américaine, m'a dit « Tu ne seras jamais rien ici. Ils sont tellement racistes, tu ne seras jamais rien. » Et je l'ai écrit. Enfin, mes camarades de promotion, Frédéric Oudéa a été patron de la Société Générale. Comment il s'appelle? L'autre qui a été patron de... Son nom m'échappe, je suis fatigué. De BNP Paribas, son nom me reviendra. Il est de ma promotion. Tous mes camarades de promotion, patrons de LVMH. Et moi, je n'avais aucune proposition. Je suis allé en Angleterre. En 7 ans, je suis devenu... Oui, mais peut-être qu'on se repêche un peu en se disant, Tidiane Thiam, il va être un bon collaborateur. Ils m'ont donné des prix. Il y a eu la France, cet homme que la France regrette d'avoir laissé partir. J'ai eu tout ça. La France sait très bien que... Mais aujourd'hui, vous nous garantissez que derrière vous, il n'y a pas une puissance européenne qui soit... Tous les Ivoiriens savent. Toute ma vie, je me suis battu pour la Côte d'Ivoire. J'ai été nommé le 20 avril 1994. Premier Ivoirien, je le rappelle. À l'époque, la théorie de M. Ouattara et de son régime, c'est que j'ai cessé d'être Ivoirien en 87. On y reviendra. 1987. 1994, j'ai été nommé patron de la DGTX. Après, Antoine Césario, Philippe Seray-Eiffel. Il s'est exprimé récemment. Bon, j'ai été nommé. Il y avait 150 expatriés à la DCGTX sur 4000 employés. Il y avait donc 3850 Ivoiriens. Les 150 expatriés faisaient pratiquement 50% de la masse salariale. J'ai dit, le temps des colonies est fini.
je suis arrivé, après la dévaluation, j'ai dit, on vous propose à tous des contrats locaux. On va vous payer aux mêmes conditions. Vous êtes tous là depuis 15 ans, 20 ans, vous aimez la Côte d'Ivoire, bon, vous allez rester à des conditions ivoiriennes. Sur 150, il y en a 141 qui ont refusé. Je les ai licenciés. J'ai eu le chef de la mission de coopération dans mon opinion. Mais je dis, on veut savoir si vous êtes pour ou contre la France. Je lui ai dit, monsieur, ni l'un ni l'autre, moi c'est la Côte d'Ivoire qui paye mon salaire, je suis pour la Côte d'Ivoire. Chaque fois que la France fera des choses qui sont dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça ira. Et chaque fois qu'elle fera des choses qui sont contre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça n'ira pas. Hein? Quand j'ai fait la centrale d'Azito en 97, qui a été un record mondial, c'était une lutte entre Enron, Suez, Tractebel et Asea Brown Boveri, qui est suédois et suisse. J'ai donné, c'était le plus gros contrat jamais donné en Côte d'Ivoire. Je l'ai donné à Asea Brown Boveri. J'ai eu toutes sortes d'ennuis pendant 3 mois. Le président Bédier m'a dit que je ne pouvais pas mettre le pied en France. Donc, je n'accepte pas de leçons là-dessus. Je me suis exprimé par écrit sur mes sentiments vis-à-vis de la France. Je me suis exprimé par écrit sur le niveau de racisme intolérable en France. J'ai fait Donc, vous n'êtes pas l'homme de Macron. Dans le monde. Macron, avant, c'est moi qui lui rendais service avec tout le respect que je lui dois. J'étais CEO bien avant qu'il occupe des fonctions. J'étais CEO en 2009, à 46 ans. J'étais CEO d'une des plus grosses sociétés de Grande-Bretagne. J'ai été président de l'Association des assureurs britanniques. C'est la 3e industrie de Grande-Bretagne. J'ai été élu. Enfin, quand même. Alors, certains disent la France, certains disent que je suis ni pro ni anti-français. Okay, je suis pour la Côte d'Ivoire. Les pays étrangers, l'extérieur du monde, on doit les utiliser. D'abord, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où aller. C'est Sénèque. Hein, bon. Il faut savoir ce qu'on veut et ensuite utiliser le reste du monde pour atteindre ses objectifs. Ça n'a pas de sens d'être anti-français ou pro-français. Moi, je suis pro-Côte d'Ivoire. Alors, certains disent, vous avez le même parcours quasiment, du monde professionnel avec Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous allez apporter de plus qu'il n'est déjà fait? Est-ce que vous savez ce que c'est le Fortune 500? Non, vous allez nous l'expliquer. Les 500 premières sociétés du monde par chiffre d'affaires. On n'entre pas dans ce club-là facilement. J'ai été 11 ans patron de Fortune 500. Vous voulez dire qu'il n'a pas votre parcours et que... On a des parcours différents, c'est tout. C'est un fonctionnaire international au FMI. Moi, je gérais des boîtes qui avaient 1300 milliards de dollars de total de bilan. En Indonésie, j'avais 220 000 employés. Mais qu'est-ce que vous allez faire qu'il ne peut faire, puisque lui aussi, il avait des relations, il a des relations, il a ramené des fonds dans le pays. Fonctionnaire ou entrepreneur, leader de secteur, c'est la même chose. Mais sur quelle planète vous vivez? C'est un fonctionnaire international. Arrêtez. Au FMI, on est payé 400 000, 500 000 dollars par an. Un CEO de fortune gagne 10 millions de dollars par an. Ça fait 20 fois. C'est pas la même chose. Donc vous pensez qu'il n'est plus à la hauteur? Je ne sais pas qui il est. Moi, je suis un homme du privé. Ce que je peux apporter, c'est de la création d'emplois. Je sais comment on investit, je sais comment on dirige une entreprise. Je suis un manager, je l'ai prouvé. C'est pas une question de l'argent. Moi, je connais Mike Bloomberg parce que Crédit Suisse est un des plus gros clients de Bloomberg dans le monde. Je connais. Mais il a toujours dit qu'il avait aussi des grandes relations, des relations importantes. Le rôle qu'il joue dans l'économie mondiale. Ils viennent dans les pays de temps en temps et ils regardent les grands équilibres macroéconomiques. Ça n'a rien à voir avec être sur les marchés tous les jours et que ça a un impact sur votre compte d'exploitation. Alors si vous deviez dresser son bilan aujourd'hui, si vous deviez dresser son bilan. Il a un mauvais profil. Je dis juste que de dire qu'on a le même profil, c'est de l'ignorance pure. Mais est-ce que son bilan est mauvais? Être au FMI, ou être patron d'une fortune aujourd'hui, c'est la même chose, c'est de l'ignorance pure, ça n'a rien à voir. C'est comme jouer au football et jouer au hockey, c'est 2 sports différents. Voilà. Bon, son bilan, je l'ai dit, moi je ne me contredis pas. J'ai adopté un ton très conciliant, même quand on m'a envoyé 39 bus pour m'empêcher, alors qu'on avait un deal, non, certains, 39 bus de police. J'ai dû aller le 16 au matin, parce que c'est un plan en 2 phases. C'est un commissaire qui me l'a dit. Le but, c'était de créer de la violence pour pouvoir m'arrêter. Bon, dire que j'avais suscité des violences. Quand ils sont venus à 2 h du matin chasser nos gens qui étaient en train d'installer les micros, etc., on a dit du calme. À 7 h du matin, j'ai fait un communiqué disant aux militants de grâce, soyez calmes, c'est de la provocation, ne réagissez pas. On m'a dit d'ailleurs que c'est un communiqué qui allait très haut dans l'administration américaine. On a dit, voici un comportement exemplaire d'un opposant africain qu'on aimerait voir dans plus d'endroits. Ensuite, quand ça a chauffé, comme ça n'a pas marché, ils sont allés occuper le siège du PDCI. Depuis 1946, jamais des forces de l'ordre n'ont occupé un siège du PDCI, même sous la coloniale, même à l'époque de la guerre froide, quand on était affilié au Parti communiste. Ils sont allés occuper le siège du PDCI à Cocody en pensant que ça allait mettre le feu aux poudres. C'est là que je suis allé. Il y a les images sur Internet où j'ai dit aux gens, vous savez, dans la vie, on ne peut pas contrôler les événements, mais on contrôle toujours comment on réagit. Et là, on va montrer notre supériorité, notre baisse, dans notre réaction. On va montrer qu'on est une partie de la paix. On va être civilisé, on ne va pas répondre à la provocation. Pour vous, on est dans un régime de violence en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les images ont été diffusées du pauvre Kwaku Djabia qui a été jeté dans un véhicule de force.
c'est à la fondation Konrad Adenauer, qui est une fondation pour la paix, créée par M. Adenauer après le drame de la Seconde Guerre mondiale, qui est financée par l'État allemand, qui nous aide dans les formations pour les élections, etc. Le petit était là, il parlait avec un vigile, un véhicule noir qui traînait là depuis 16h35 est arrivé. Vous avez vu les images? Des gens en tenue civile, en hoodie, etc., qui sont armés, ils s'approchent. J'ai le témoignage du vigile, on a flouté son visage parce qu'il paraît que les gens le cherchent, et où ils ont dit, si tu parles en tabac, il a essayé de s'interposer. Et vous avez vu, ils ont embarqué ça, c'est un kidnapping. C'est un kidnapping, en plein jour à Cocody, à Abidjan. On a beaucoup de mal à croire en tout ça lorsque l'on sait les circonstances dans lesquelles le président Alassane Ouattara est arrivé aux affaires. Il a subi les mêmes pressions. On ne sait pas où ce jeune homme est. Jusqu'à ce jour? Nous ne savons pas, nous le PDC, on le cherche. Nos avocats ont donné une conférence avant-hier, on a utilisé ce film avec la presse internationale en disant voilà, voilà la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on s'est rapproché des autorités pour poser la question? Bien sûr, bien sûr. La Fondation Adenauer, qui est quand même importante, a écrit au ministre de l'Intérieur, a écrit au ministre des Affaires étrangères, a écrit à l'ambassadeur d'Allemagne, a écrit à l'ambassadeur de l'Union européenne, a écrit à l'ambassadeur de France. Donc le silence de tous ces gens-là face à des enlèvements extrajudiciaires, on a enfin les images. Le petit Ousmane Chérif, ils sont allés attaquer sa maison la nuit, encagoulé. J'ai dû l'extraire, il est au Ghana aujourd'hui, protégé par mes amis. On avait des fuites, les menaces sont constantes. Mon frère Aziz a été arrêté à sa sortie avec toute l'informatique qu'on a. Après, on lui dit, il y a erreur sur la personne. Aziz Thiam, ancien ministre des Transports, arrêté. Mais Tidjane Thiam, vous êtes censé être candidat, en tout cas c'était l'ambition. Avec tout ça, qu'est-ce qui vous reste comme chance? Qu'est-ce qui vous fait encore aujourd'hui croire que vous pouvez retourner en Côte d'Ivoire et participer à cette élection présidentielle d'octobre prochain? Dans la vie. Est-ce qu'il y a une chance, une toute petite chance, une fenêtre? Je n'abandonnerai jamais ce combat. Ceux qui me donnent du courage, ce sont tous les Ivoiriens. Vous avez vu même votre collaboratrice qui m'a vu tout à l'heure. Vraiment, cette popularité que j'ai, je ne peux pas l'expliquer. Quelquefois, il y a une relation entre un homme et son peuple qui n'est pas explicable. Les Ivoiriens m'ont donné tellement d'amour. Mettons que les Ivoiriens vous aient donné cet amour. Mais c'est ça qui me fait continuer. Mais en même temps, vous ne pouvez pas mener une campagne à partir de Paris en n'étant pas candidat. J'ai eu 132 000 parrainages, M. Foka. Ça fait 3 mois que je ne suis pas retourné dans mon pays. OK? Et on a dit que je ne peux pas me présenter à l'élection présidentielle. J'ai 132 000 parrainages. Ce n'est pas rien. Le RHDP a gagné l'élection. Oui, mais mener campagne de Paris, ça va être compliqué. Est-ce que vous ne misez pas un peu? Je parle aux gens tous les jours. Je gère Vous avez vu un député qui est avec moi ici. Les gens vont et viennent. Les gens sont déterminés. Ils veulent une alternance en Côte d'Ivoire. Et à la fin, Vox Populi, Vox Dei. La volonté Est-ce du que vous peuple croyez en la possibilité que cette révision des listes électorales puisse permettre que vous soyez candidat? Tout est possible. C'est une option. C'est une option. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que la volonté du peuple puisse s'exprimer. Dans la vie, personne, moi je ne peux pas dire que je serai élu nécessairement, mais ce qu'on veut, c'est que les Ivoiriens aient le choix. Clairement, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui souhaitent pouvoir voter pour moi. Okay? On m'a éliminé. Parce que mon cas est différent. Moi, j'étais sur la liste électorale. Quand je suis allé m'inscrire en décembre 2022, je vous ai dit, août 2022, premier voyage. Je ne suis pas resté assez longtemps. Décembre 2022, j'avais tous mes papiers. Je suis allé m'inscrire. Mais même les journaux du RHDP ont mis en première page. J'ai dit, c'est le civisme. Je suis venu m'inscrire. Les petits agents électoraux ont fait des selfies avec moi. Donc moi, à ce moment, ils croyaient au deal. Il n'y avait pas de deal, arrêtez. Quel deal? C'est pour ça que je dis, ceux-là croyaient qu'il y a un deal. Vous venez de nous dire qu'il n'y a pas de deal. On vous croit. Mais pourquoi il y avait un deal? Mais quel deal? Je suis un citoyen ivoirien. Je reviens. Moi, je pense que j'ai beaucoup à apporter à ce pays. Alors aujourd'hui, vous vous êtes mis avec un certain... Excusez-moi. Oui. C'est pas pour me vanter, mais à chaque fois, après, il dit, oui, il dit qu'il était toujours premier. Oui, j'étais pas deuxième. Ils veulent que je dise que j'étais deuxième. J'étais premier de Côte d'Ivoire. J'ai aussi été premier du Maroc au BEPC. Donc, c'est pas juste en Côte d'Ivoire, c'est pas au fouet de Boigny. Bon, CEO de Fortune 500, j'ai été 11 ans, monsieur CEO de Fortune. Je ne parle pas d'Africains. Il y a peu d'êtres humains à qui mais en même temps, les gens se disent, bon, j'ai apporté à ce pays. En même temps, les gens se disent, oui, mais il nous la ramène trop avec ces titres qu'il a eu. Voilà. Oui, en même temps. C'est la vérité. Donc, c'est là-dessus que je m'appuie pour apporter à mon pays. Je connais beaucoup d'investisseurs, je connais les marchés, je suis connu. Bon, je peux apporter quand même ça à mon pays. C'est ce que je souhaite faire. Aujourd'hui, vous êtes à l'extérieur et vous avez de la difficulté à vous retrouver sur ces listes électorales. Est-ce que... Je n'ai pas de difficulté. J'ai été éliminé illégalement de la liste électorale parce que les questions de nationalité, maintenant je connais le code, article 83 du code de nationalité, seul le procureur de la République est habilité à statuer sur les questions de nationalité. Cette dame qui a agi le 22 avril est présidente du tribunal de première instance de Côte d'Ivoire. Elle a agi ultra vires, ça s'appelle. Elle n'a pas l'autorité pour prendre la décision. La décision. Donc c'est une décision illégale.
Vous comptez sur la révision des Le listes pauvre Jean-Luc Besson, électorales. ancien ministre des Droits de l'Homme, qui l'a dit et allé en prison. Parce qu'il a cité mon nom et il a dit que la décision était mauvaise. Voilà, voilà où on vit. Vous vous êtes mis avec ceux qui ont subi également l'exclusion, Laurent Gbagbo, par exemple, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, pour ne parler que de ceux-là. Or, on n'a pas l'impression que vous étiez particulièrement proche, notamment de Laurent Gbagbo. C'est un mariage Vous avez lu la question? Vous avez lu la question? de la souris et de la carpe. Vous savez, la vie, on est tous ivoiriens. Moi, malheureusement, mes camarades de terminale sont allés me parrainer il y a 2 jours à Abidjan. C'est moi, on sait où j'étais. Mais la relation avec Gbagbo et Bédié, avec Gbagbo et vous-même. Madame Gbagbo, elle faisait l'entrée du lycée classique. Elle enseignait dans la classe là-bas. Ce sont des gens que je connais depuis mon enfance. Moi, j'ai vu Gbagbo sortir de la chambre d'Oufoué 1000 fois. Ce sont des gens que je connais depuis mon enfance. Et Gbagbo, je vous ai dit qu'en 2000, je l'ai beaucoup aidé, il le sait, avec Guy Laberty et d'autres, à revenir au pouvoir. Et qui m'a proposé d'être Premier ministre. Donc, on n'a pas de problème. Okay, non, on ne vous a pas beaucoup vu là-dessus. On ne vous a pas non plus entendu les questions de Laurent Gbagbo non plus. On était loin de l'élection. On ne m'a jamais posé la question. On ne m'a jamais posé la question. Okay. Parce que certains disent oui, mais il n'a pas parlé des autres. C'est pas vrai. J'ai des discours en 2023, mais c'est faux. En août 2023. Vous avez réagi sur la situation Gbagbo? Bien sûr. En août 2023. J'ai fait un discours en tant que coordinateur de la CAP où j'ai parlé de Gbagbo, de Soro, etc. En août 2023. En dénonçant ce qui leur arrivait? Bien sûr. On ne peut pas prendre ses désirs pour des réalités. Maintenant, vous avez dit, je suis un homme de dossier, je suis aussi un homme de fait. Et c'est vraiment une chose qui mérite dans les débats politiques africains, c'est que les gens n'ont parfois aucun respect pour les faits. Je suis désolé, je l'ai dit. Et je l'ai dit d'ailleurs, c'est moi qui ai écrit, mais je le dis, mettez bien ça, parce que sinon, un jour, on dirait que je l'ai pas dit. S'ils m'éliminent, ils vont dire que c'est parce qu'ils m'ont éliminé. Mais est-ce que vous vous êtes parlé, Laurent Gbagbo et vous, ces derniers temps? C'est pas, on a fait. Mais c'est quoi le but aujourd'hui? C'est quoi le but de ce mouvement? Quel est le but de ce mouvement où vous mettez ensemble? J'ai 15 questions en même temps. Il m'a demandé si je parlais à Laurent Gbagbo. J'ai dit, je suis allé jusqu'à Mama chez lui, on a pris une très belle photo ensemble. Et je fais une photo qui a eu un succès énorme sur Internet. Maintenant, on n'a pas besoin de se parler tous les jours. Ce qu'on fait actuellement, le but de ce mouvement, c'est qu'on a des revendications très précises. Il est clair qu'on n'a pas la même idéologie. On l'a écrit. Oui. C'est pour ça que je pose la question, parce que vous n'avez pas la même idéologie. Ce qu'on veut, ce sont des élections transparentes, compétitives, inclusives, où le meilleur gagne, où le vainqueur gagne, de façon à pouvoir gouverner le pays avec légitimité par la suite. C'est aussi simple que ça. Okay. Donc, on a demandé, nos revendications sont écrites noir sur blanc. On a demandé que... Alors, on dit, on n'a fait que appliquer à M. Thiam la loi. D'accord. Donc, ce sont des défenseurs de l'état de droit qui kidnappent les gens en plein jour, dans la rue, par des gendarmes en civil. Les gendarmes n'ont pas le droit d'opérer en civil. Okay. Les gendarmes font partie de l'armée. Okay. Ça, c'est un. Ce sont des gens qui respectent le droit. Le droit dit que la révision de la liste électorale doit avoir lieu chaque année. Ils n'en ont pas fait en 2022. En 2015, elle a eu lieu en juin-juillet, avant l'élection, ce qui est normal et bien. En 2020, elle a eu lieu en juin-juillet, avant l'élection, ce qui est normal et bien. Et puis en 2025, où on a éliminé M. Thiam, où il pourrait se réinscrire si on faisait la RLE en juin-juillet, subitement, on décide qu'elle aura lieu après l'élection. Donc, vous pouvez marquer des buts, mais après la fin du match, dit l'arbitre. Donc c'est ridicule, c'est ridicule. On perd. Alors aujourd'hui, monsieur ce n'est pas bon pour l'image que je gère le temps. Aujourd'hui, si demain, dans cette liste électorale, vous êtes tous exclus, sauf un, vous feriez campagne pour celui-là dans cette association? Est-ce que vous pourriez faire une campagne? M'ont appris une chose, je ne réponds jamais aux questions hypothétiques. Ah oui, mais là, on ne va pas aller bien loin. Ah oui, on est bloqué. Puisqu'il y a des hypothèses. Ça n'a pas d'importance. Le jour où ça se produit, on en parle. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Pour l'instant, on demande l'intégration de tout le monde. Je ne vais pas commencer à jouer les scénarios. Si un vient, là, ça supprime un certain nombre de réflexions des autres, parce qu'au sein même de votre parti, je ne vais pas commencer. Au sein même de votre parti, monsieur Thiam, il y a Jean-Luc Billon. Oui, Dieu. Oui, ok, vas-y. Pourquoi, mon Dieu? C'est quelqu'un, il aurait pu se présenter. Il y a eu 15 élections depuis que je suis arrivé. Il y a eu la convention. Il aurait pu venir se présenter pour être candidat. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas candidat, M. Thiam, est-ce que c'est possible qu'il soit la solution B? Non. Non? Non. Parce qu'on n'est pas au Sénégal. Que les gens arrêtent, qu'ils réfléchissent 2 minutes. Okay. Au Sénégal, M. Sonko, M. Duma, au Sénégal, peut-être vous avez noté que M. Macky Sall n'était pas candidat. C'est pour ça que je n'aime pas répondre aux questions hypothétiques. Donc, ce qui s'est passé, personne ne sait ce qui se serait passé au Sénégal si Macky s'était imposé comme candidat pour une 3e fois. D'accord? Le fait qu'il ne soit pas candidat a ouvert le jeu politique. On n'est pas dans ce scénario en Côte d'Ivoire. On est face à quelqu'un qui veut faire un 4e mandat anticonstitutionnel.
OK? Donc, ce n'est pas le Sénégal. Est-ce que c'est anticonstitutionnel? Okay? C'est notre opinion. C'est une opinion parce que... Pour nous, 2 n'est pas égal à 4. Quand on parle oui, mais en même temps, la nouvelle constitution parle de 96. Il y a de 2016, il y a quelques articles qui ont été modifiés. Ce n'est pas une nouvelle constitution. Enfin, il faut être sérieux. En tout cas, moi, j'ai une réforme constitutionnelle que j'ai proposée. J'ai dit, on dira maintenant dans la constitution ivoirienne que de la naissance à la mort, aucun être humain ne peut faire plus de 2 mandats. Parce que vraiment, l'arithmétique présidentielle africaine, le 2 elle n'est pas qu'africaine, on voit des choses aux États-Unis qui commencent à... Moi, ce n'est pas comme ça qu'on m'a appris à compter à l'école. Donc, je vais proposer cette réforme où on dira qu'au cours d'une vie humaine, de la naissance jusqu'à la mort, aucun être humain ne peut faire plus de 2 mandats, qu'ils soient séparés, successifs. Et on dira, si jamais il y a résurrection, il faudra qu'elle soit constatée par une équipe de médecins. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, d'accord, mais je suis mort, je suis revenu. OK? Ils ont connaît leur imagination. Mais votre nom assez ferme vis-à-vis de Jean-Louis Billon traduit quelque chose. Il y aurait une fracture au sein du PDCI. Il a les candidats. Même Dieu n'a pas fait l'unanimité. C'est Mohamed Ben Salman qui... Arrêtez. J'ai eu 93% de participation, 99,8% de oui, mais si vous n'êtes pas candidat... Attendez. Donc, mais il faisait campagne contre moi pendant tout ce temps-là. 0,2%. Enfin, le PDCI n'est pas divisé. Le PDCI est uni derrière moi. Le PDCI veut que je sois président de la République de Côte d'Ivoire, point à la ligne. Pas M. Billon. C'est comme ça. Donc, il peut être candidat. Mais il peut être candidat. S'il a tellement d'audience au sein du PDCI, les gens du PDCI voteront pour lui. Il peut être candidat. Mais vous ne ferez pas campagne pour lui. Il ne sera pas le candidat du PDCI. C'est tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas de façon adulte et responsable. Je n'ai jamais voulu parler de lui, mais tout son comportement depuis mon retour en ville. Parce que je ne le connais pas. Je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Moi, je ne parle pas des gens que je ne connais pas. C'est un principe que j'essaie d'apprendre aux hommes politiques ivoiriens. Je l'ai rencontré une fois dans ma vie, en tête à tête, une fois, le 11 mars 2024. Si je pose la question, c'est qu'on a vu au PPACI, il y a quelqu'un qui s'est déclaré candidat au cas. Mais Dombello a dit qu'il serait candidat. Net après moi, Dombello, c'est pas Billon, il a fait des choses pour la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pour être quand même crédible, je suis désolé, moi, le 3e pont, là, je l'ai signé en décembre 99. J'ai fait la centrale d'Aliso, j'ai fait des écoles partout. Tous les centres électoraux, j'allais, c'est des écoles que j'ai construites, des écoles BAD, des collèges, des lycées de Boundiali. Bon, les Ivoiriens, ils vous connaissent à travers des réalisations. Qu'est-ce que M. Billon a fait? Il est le premier employeur du pays, par exemple. Je vous parle de faire à la force du poignet, pas hérité. Je dis fait. Pour vous, il n'est pas à la hauteur. Pour être candidat du PDCI demain, au cas où vous n'êtes pas là. Il faut un track record. De gestion de la chose publique, de démonstration qu'on a l'intérêt général à cœur. Vous faites une alliance avec Laurent Gbagbo. Demain, on dit Thiam n'est pas candidat. Non, lui, il a dit je ne rentrerai pas dans ces spéculations. Pour l'instant, nous avons demandé que tout le monde soit candidat. C'est ce qui est le mieux pour la Côte d'Ivoire. Je me bats pour que ce qui est le mieux pour la Côte d'Ivoire se fasse. L'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde soit candidat. Il faut tourner la page. On ne va pas éternellement reprendre ceux qui ont mis le feu au pays et qui ont créé tous ces problèmes. On ne va pas éternellement les laisser prendre les Ivoiriens en otage. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur. J'ai dit, un de mes objectifs, c'est de libérer les Ivoiriens de la peur. Sous moi, il n'y aura pas d'enlèvement extrajudiciaire. Je ne sais pas, à mon âge, je vais me transformer en dictateur. Vous paraphrasez le général de Gaulle sur ce coup-là. Vous avez 2 ans de moins que le citer. Et j'ai dit, il va dire, je suis français. Donc, je me suis retenu. C'est très drôle. Voilà. Il avait beaucoup d'humour. Absolument. Quand il a dit, enfin, quand même, c'est pas. Bon, vous avez les mêmes références que moi. Les mêmes références historiques. Mais, franchement, je rêve d'une. Vraiment, et on a connu ça dans le passé. C'est aussi une chance et une tragédie pour la Côte d'Ivoire. C'est qu'on a connu cette paix de l'esprit. On dort chez soi le soir, il n'y a pas de commandos qui viennent enfoncer les portes. Malheureusement, il y a des gens qui se sont formés dans la rébellion et dans la violence. Et je dis, c'est comme un chien qui sait que mordre. Même quand vous essayez de le caresser, il mord. Donc, c'est pavlovien. La violence verbale, l'agressivité. Tous ces gens qui... Mais en même temps, vous appelez le 2 août les populations, vos partisans, à descendre dans la rue pour marcher avec le PPACI. On peut dire aussi, ça peut dégénérer. À chaque fois, il y a eu des tentatives d'infiltration. Dieu merci. Vous êtes sûr que ça ne va pas dégénérer, vu le niveau de tension sur la question? On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça ne dégénère pas. On n'est que des êtres humains. Jusqu'ici, on a eu des alertes. Vous savez, il y a beaucoup de patriotes en Côte d'Ivoire. Vous seriez surpris d'aller dans mon téléphone, de voir combien de rapports nous avons de policiers, de militaires, qui nous renseignent. Parce que, vous savez, l'Ivoirien n'aime pas l'injustice. C'est vraiment quelque chose de beau dans notre peuple. L'Ivoirien n'aime pas l'injustice. Et aujourd'hui, ils estiment que... Donc vous n'avez pas peur de ce qui se passe? J'ai toujours peur, bien sûr, que Tidjane Thiam et le PDC sont victimes d'une injustice. Donc, je vous dis qu'il y a eu des tentatives d'infiltration de nos manifestations. On sait même où ils ont pris leur faux pagne PDCI. Ils sont venus. Quand je parlais ici le 14 mars,
Il y a 20 gens du RDR qui sont venus pour me chahuter, dont le frère d'un ministre en exercice. Mais l'enthousiasme de la foule était tel qu'ils ont vu que si ils faisaient quoi que ce soit, ils couraient un risque personnel. Et ça, c'est ce que nous avons utilisé jusqu'ici. La mobilisation, l'enthousiasme de nos partisans, et on leur dit d'être vigilants. À chaque fois, on a fait des... Parce qu'ils ont pénétré nos manifestations en essayant de créer des troubles. Je touche du bois. Jusqu'ici, par la grâce d'Allah, ils n'y sont pas arrivés. Et on fera tout ce qui est humainement possible pour éviter ça. Pour moi, la vie humaine est très précieuse. Ce ne sont pas des paroles en l'air. J'ai dit, je n'ai pas de sang sur les mains. Alors, on m'a dit que j'ai injurié les autorités actuelles. J'ai dit qu'ils ont du sang sur les mains. Mais on a des problèmes sémantiques. J'ai dit, moi, Tidjane Thiam, je n'ai pas de sang sur les mains. OK? Ça, et je ferai tout ce que je peux pour... Tidjane Thiam, aujourd'hui, on est à quelques encablures de ces élections présidentielles en Côte d'Ivoire, en octobre. Quand vous regardez le climat, vous n'avez pas peur qu'on l'on retombe dans les travers? Je suis attristé, vraiment. Mais ce n'est pas moi qui ai fait ce choix. Moi, j'ai fait ce que je peux en tant que citoyen. Je suis revenu dans mon pays après une longue absence. J'ai articulé des propositions, j'ai fait un diagnostic. J'ai été élu démocratiquement à la tête du PDCI. 3 fois, on m'a challengé, j'ai dû démissionner, j'ai été réélu. J'ai le soutien de mon parti, j'ai le soutien massif des Ivoiriens, bien au-delà du PDCI. Je suis arrivé à susciter un engouement. Ça, et j'ai été désigné candidat à la présidentielle et je me suis présenté à la présidentielle. Maintenant, il faut poser ces questions à ceux qui ont pris... Moi, je vais vous dire, ce qui me gêne le plus, c'est que en quoi je suis une menace ou un risque pour la Côte d'Ivoire? En quoi? Je suis un type qui a été CEO de compagnie, de fortune. Je ne suis pas un terroriste, je n'ai jamais tenu une Kalachnikov. Le niveau de toxicité et d'agressivité qui est déployé contre moi, mais comment? Je n'ai jamais fait de tort à la Côte d'Ivoire. Quand je travaillais, j'étais patron du BNEC, je n'ai fait que des projets positifs, des puits, des machins. Enfin, on me combat comme si j'étais le diable incarné. Alors quand on vous dit on vous combat, je viens. C'est la défense des intérêts privés d'un clan. Il ne s'agit de rien d'autre. Il ne s'agit pas de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Personne qui croit dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire peut croire que je suis une mauvaise chose pour la Côte d'Ivoire. Quel tort je peux faire à la Côte d'Ivoire pour qu'on me combatte? Je suis, depuis 18 mois, injurié. Cet imbécile de Banga qui m'injurie tous les dimanches sur NCI, l'autre idiot de Bamba qui dit que je ne paye pas mes impôts. Alors, justement, parlons-en. N'importe quoi. Tiens, parlons-en. Pensez-vous que cette histoire de Suisse, où vous êtes condamné à payer à une de vos anciennes employées 234 000... Et l'argent est sur un compte bloqué, on a fait un communiqué. L'argent est sur un compte bloqué, on a une dispute. Bon, et c'est en train d'être jugé. C'est pas que je n'ai pas payé, j'ai mis l'argent sur un compte bloqué. C'est une personne dégoûtante, c'est une personne qui a appris vendredi que mon fils avait un cancer, qui a dit dimanche, ce cancer-là, personne survit, et il y a trop de travail dans les maisons où il y a des cancers, je m'en vais. Et quand elle s'est rendue compte que si elle avait démissionné, elle n'aurait pas de droit, elle a subitement demandé à retrouver son job. Alors, mais pourquoi on vous a condamné alors si c'était ça? Parce que je ne peux pas obtenir de procès équitable en Suisse. Parce que la Suisse s'est convaincue que si leur banque a sauté, qu'il y a 150 ans, c'est la faute du noir qui l'a géré pendant 5 ans. Voilà. Et que moi, je l'ai laissé avec ses meilleurs résultats sur 10 ans, mais je ne peux pas. Je n'ai pas gagné un seul procès en Suisse. Okay, la justice suisse, pour moi, est raciste et absolument, systématiquement, avec des dossiers en béton. Mes avocats, même, leurs bras, ils ne pensaient pas que c'était possible. Que l'on puisse vous condamner. Cette femme nous a volé. Elle a volé notre argent. Ils ont refusé. Ils sont allés saisir. Quand elle nous a fait chanter, ils sont allés saisir son téléphone. Ils lui ont rendu. Elle a aussi des complicités en Suisse. Des gens qui la protègent. De la part de qui? Non, vous pensez que la Côte d'Ivoire, ceux que vous accusez sont allés jusque là-bas? En tout cas, ils en font leur chou gras. Mais moi, ça m'est égal. Cette femme, c'est une ordure. Je vais vous dire sur la Suisse. Mon livre sort bientôt. On va en parler. Quand mon fils est mort du cancer, ils l'ont mis dans un tabloïd suisse avec sa photo en disant le fils du CEO de Crédit Suisse est mort. Depuis que la Suisse existe, ça n'est jamais arrivé. Je ne suis pas le premier CEO dont le fils meurt. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette animosité vis-à-vis de vous? C'est du racisme. Alors, ce qui me déçoit le plus, moi, partout où des Noirs sont victimes de racisme, je les défends. Ce qui me déçoit, c'est que des gens de mon pays, alors que je ne suis attaqué que pour des raisons racistes, se fassent la chambre de résonance de ça et le multiplient. Eh bien, ce sont des oncles Tom. Ce sont des esclaves des Blancs et ce sont des oncles Tom. Voilà. Alors, il nous reste peu de temps, on va passer sur un autre sujet. Ça. Voilà. Voilà. Ce sont ceux qui applaudissent quand on s'en prend à un noir. À un noir, tout à fait. Le nègre de salon, en gros. Voilà. Autre sujet. La Côte d'Ivoire a des voisins, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sont des pays de l'AES.
J'ai pas beaucoup entendu qui vient Non, j'ai parlé de ça plein. Alors, J'ai parlé du Conseil de vous êtes l'entente. président, vous êtes J'ai président, parlé vous de êtes président de la ça. Côte d'Ivoire demain. Peut-être vous n'écoutez pas bien quand je parle. J'ai dit, Oui, il paraît que la Côte d'Ivoire. Non, non, mais vous prenez d'ouest en est. Il y a le Libéria, il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a le Ghana. OK? Quand vous allez là-bas à l'ouest, c'est les mêmes populations des deux côtés de la frontière qui parlent la même langue. Vous montez vers la Guinée. Déjà, maintenant, les Baoulés sont en train de planter du cacao en Guinée. En Guinée. OK? Bon. C'est les mêmes populations. Vous allez au Mali, des deux côtés de la frontière, c'est la même chose. Vous allez au Burkina, c'est la même chose. Au Ghana. Donc la Côte d'Ivoire, c'est une mosaïque. OK? Donc vraiment, vous savez, le président Houphouët disait toujours, et ça je l'ai dit 10 000 fois dans 10 discours, un pays ne doit pas aspirer à être une oasis dans le désert. Et moi, je me suis permis d'ajouter à sa phrase, parce que c'est toujours le désert qui gagne. OK? Donc cette idée d'une Côte d'Ivoire forteresse, hein, qui se protège de l'AES. c'est ridicule. OK? Je suis contre, je l'ai dit, et je veux dire, j'ai de bonnes relations avec un certain nombre de gens dans ces pays-là. C'est ridicule. Donc, il faut du gagnant président demain, il renoue les relations avec l'AES. Revitalise, bien sûr, le Conseil de l'entente, mais bien sûr, on ne peut s'en sortir qu'ensemble. La Côte d'Ivoire sera toujours tirée vers le bas. Mais je vois, vous dites Conseil de l'entente, vous dites pas AES. Mais c'est les mêmes pays. Mais ils ont créé leur entité. On travaillera avec eux. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent, c'est leur droit. Ce que je dis, c'est que moi, j'ai vu le président Houphouët-Boigny payer les salaires de la haute volta, des fonctionnaires voltaïques, avec de l'argent du contribuable ivoirien, plusieurs fois. Parce qu'il comprenait, Yamoussoukro, je l'ai connu à Yamoussoukro, tous ces gens-là, la Misana, Sankara, ils comprenaient que tout ça, c'est un continuum. OK? Il y a des gens qui sont venus d'Europe, qui ont tracé des... Donc vous n'approuvez pas cette sanction vis-à-vis de ces... Moi, je dis, il faut toujours dialoguer. Pourquoi? Dans les demandes qu'on a vis-à-vis du gouvernement, pas du RHB, donc il y a le dialogue. La Côte d'Ivoire, c'est le pays du dialogue, pas le pays de la Kalachnikov. C'est le pays du dialogue. OK? C'est ça notre culture. Donc, on doit dialoguer. OK? On doit dialoguer avec ces gens-là, on doit les écouter, on doit leur parler. Ça ne mène à rien. On ne peut pas faire une forteresse Côte d'Ivoire. Déjà, on n'a pas assez d'argent, on a des problèmes dans l'éducation, dans la santé, on a mieux à faire qu'aller acheter des drones à des pays développés avec des moyens qu'on n'a pas. OK? Tout ça parce qu'on n'arrive pas à s'asseoir et à discuter avec nos frères du Burkina ou du Mali ou de Guinée. C'est ça qu'il n'y a pas d'autre solution. Pensez-vous qu'il y a une propension en Côte d'Ivoire aujourd'hui avec le régime de traiter plus avec les pays occidentaux qu'avec les pays africains? Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. C'est que quand on Parce qu'on entend en Côte d'Ivoire des gens dire que l'économie n'appartient plus aux Ivoiriens. Oui, il y a ça, non, c'est sûr. Mais j'ai dit qu'il fallait promouvoir les entrepreneurs ivoiriens. Moi, ce que je connais, c'est le monde de l'entreprise. Et mon rêve, c'est de voir des entrepreneurs ivoiriens. Là, ça m'est égal, vraiment. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient implantés dans l'économie locale. Le président, les gens comme Bloor, ils ont fait des choses extraordinaires en Côte d'Ivoire. Moi, vraiment, je suis dans une vision américaine des choses. Okay? Vraiment, tous les talents sont les bienvenus, ils peuvent venir de partout. Tant que les gens sont là, qui s'attachent au pays, qu'ils investissent dans le pays, tant mieux. Et bien sûr, également des Ivoiriens. Mais c'est un... J'ai toujours dit, voilà, il faut donner la priorité aux entreprises nationales. Moi, j'ai été à la tête de grands groupes internationaux. Quand on regarde les pays, je dis, c'est comme quand vous visitez une planète en science-fiction, avant d'aller enlever votre scaphandre, vous allez voir s'il y a de la vie locale. S'il n'y a pas de vie, vous allez garder votre masque. Donc, quand on regarde les pays où investir, on demande toujours d'abord comment se portent les entreprises locales. Non, comment se portent les entreprises locales? Est-ce qu'il y a des entreprises locales à succès? Quand il n'y en a pas, vous dites, bon, moi qui arrive de Londres, là, si dans ce pays A, des entreprises qui parlent la langue, qui sont nées là, qui n'y arrivent pas, moi, j'y vais pas. Donc, pour attirer l'investissement étranger, ce qui est un objectif pour beaucoup de pays africains, il faut d'abord vraiment assurer la prospérité des entreprises locales, qu'elles se développent. Parce que quand les étrangers viennent aussi, ils veulent des partenaires. Donc, ils vont dire, quelles sont les 5 premières entreprises locales avec qui on va... Non, c'est la même chose. En fait, c'est un cercle vertueux. Assurer la promotion des entreprises locales, c'est ce qui va permettre d'attirer l'investissement étranger et d'accroître la croissance. Donc, je dis que malheureusement, souvent, les États passent 80% de leur temps avec les entreprises étrangères. C'est une erreur. Il faut passer 80% de son temps avec les entreprises locales. Moi, quand j'étais en Grande-Bretagne, le Premier ministre Cameron, tous les mois, il avait une réunion avec nous, les principaux CEO du pays. Comme ça, je l'ai bien connu. Et il nous écoutait, il faisait le tour de table. Quels sont vos problèmes? Premier ministre de Grande-Bretagne, pays du G7, et il notait. Bon, ben, monsieur Thiam, je vais régler ça. Bon, monsieur, c'est cette attitude-là. Moi, c'est ce que j'ai appris des anglo-saxons. Vous voyez, le président Trump fait la même chose, le président Obama. Chez eux, c'est naturel. C'est le monde de l'entreprise. Comment dire ça? Il y a un problème dans le modèle français. Moi, c'est ça qu'on me dit de la France. Tout le monde sait qu'économiquement, je ne suis pas pour le modèle économique français. Moi, je crois dans le modèle anglo-saxon où l'État occupe la place que les entreprises lui laissent. OK? C'est pas le contraire. Voilà. Bill Gates, Tesla. Quand vous pensez aux États-Unis, vous pensez à quoi? Microsoft, vous pensez à Tesla. Tout le monde connaît le nom du patron de Tesla. Qui connaît le nom du secrétaire d'État au commerce? OK? Quand j'allais à Davos,
Osborne, qui était le ministre des Finances, on rigolait toujours. Parce que moi, j'étais patron de privé, j'étais en business, il était en éco. À chaque fois, il me disait, bon, Titi, see you later. Et il me disait, je vais travailler vos livres de contribuables. Non, c'est le contraire sur l'ensemble du continent, on va dire. Mais c'est comme ça qu'une nation se développe, c'est comme ça que ces entreprises, ils créent de la richesse, paient des impôts qui ensuite permettent de faire des routes, des écoles, des machins, sans s'endetter. Parce qu'il y a une vraie création de richesse dans l'économie nationale. J'aurais voulu qu'on ait un peu plus de temps, mais... Là, on a fini déjà? On a fini déjà. Le temps passe vite avec vous. Bon. En tout cas, j'espère que ceux qui nous ont regardés ont eu des réponses à leurs questions. Et puis, bon vent dans cette aventure. Que Dieu vous entende. Et bon courage aussi. Essayez de rester libre. C'est important d'informer l'opinion et de poser les bonnes questions. C'est vraiment important. Donc, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré à mon pays aujourd'hui. Bon vent et essayez de rester libre. Ce serait peut-être mieux. Libre au sens de... Libre. Pas en prison, libre au sens de la pensée. En prison. Ah, ça, je vais essayer parce que j'ai pas envie de me faire arrêter. Je dis, mais tu n'as qu'à revenir, tu vas être arrêté. Je dis, excusez-moi, je n'ai commis aucun crime. Donc, voilà.